Bienvenue à Planète Terre, ici Jean-François Lisée. À l'émission cette semaine, d'abord l'intellectuel engagé Mamoudou Gazibo est professeur de sciences politiques ici à l'Université de Montréal. Il a été appelé par les dirigeants de son pays, le Niger, son pays d'origine, à présider la rédaction d'une nouvelle constitution et a donc à préparer la transition vers le retour à la démocratie. Mamoudou est avec nous, va nous expliquer son expérience politique et son expérience personnelle. Ensuite, Crime et châtiment. Le criminologue Maurice Cusson vient d'écrire L'art de la sécurité. Il va nous expliquer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas lorsqu'on veut réduire le taux d'homicide ou de crimes violents, que ce soit sous Louis XIV ou dans l'Amérique contemporaine. Mais dans un instant, l'intellectuel engagé. De retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cerium, ici Jean-François Lisée. Nous allons maintenant parler d'un pays, d'une situation de démocratie, de tentative de coup d'État, de retour à l'ordre constitutionnel, mais nous allons parler aussi de l'intellectuel engagé. Et nous avons avec nous un représentant de cette sorte d'intellectuels qui font non seulement bouger leur ménage, mais bouger les choses. Mamoudou Gazibo, merci d'être avec nous, Mamoudou. Merci. Alors, vous êtes professeur de sciences politiques ici à l'Université de Montréal. On a discuté avec vous précédemment à plusieurs reprises pour parler de la situation politique dans plusieurs pays. Votre ouvrage récent, dont on a fait état ici, Un nouvel ordre mondial made in China, avec votre collègue doctorant Rorom Chantal. Mais là, cette fois-ci, c'est l'intellectuel engagé qu'on reçoit. On vous avait parlé déjà il y a un peu plus d'un an, parce que votre contrée d'origine, le Niger, traversait une situation difficile et vous êtes intervenu dans ce débat dans un premier temps et ensuite on a fait appel à vos services. Alors pour nous resituer dans votre action, dites-nous quel était le problème auquel vos concitoyens et vous-même étiez confrontés. En fait, en 2009, les Nigériens attendaient avec beaucoup d'impatience une alternance parce que le président élu en 1999, réélu en 2004, arrivait au terme de ses 2 mandats constitutionnels. C'est un maximum de 2 mandats, comme c'est très souvent. Exactement. La Constitution limitait très clairement le nombre de mandats à 2 et elle avait aussi une disposition qui disait que cette limitation du nombre de mandats n'était susceptible d'aucune révision. Et contre toute attente, donc, le président s'engage dans une entreprise de modification constitutionnelle. La Cour constitutionnelle s'y oppose, l'opposition s'y oppose, la société civile s'y oppose et il persiste tout de même. À vouloir changer la Constitution pour lui permettre de continuer un 3e mandat. Exactement. Et donc supprimer cette disposition qu'il trouvait limitante. Et donc à ce moment-là, beaucoup de gens se sont engagés, et moi aussi, en écrivant des tribunes dans les journaux locaux, sur Internet, en intervenant dans les médias internationaux, pour attirer l'attention des autorités de l'époque sur d'abord le caractère infaisable juridiquement de cette modification-là, le fait que politiquement c'était condamné parce qu'on connaît l'infrastructure un peu sociale et puis toute la société civile nigérienne, comment elle était structurée et comment elle ne pouvait pas accepter cela. Et puis aussi, il y avait un autre changement. Il voulait concentrer plus de pouvoir au sein de la fonction présidentielle. Exactement. En éliminant le poste de Premier ministre. Exactement. En concentrant le pouvoir entre ses mains. Donc en passant d'un régime à la française, donc semi-présidentiel, à un régime présidentiel, parce qu'il disait que le régime semi-présidentiel ne permettait pas de gouverner. Et malgré l'opposition de la Cour constitutionnelle, il a dissous la Cour, il a dissous l'Assemblée et il a fait passer en force une nouvelle constitution. Et donc, tous ceux qui s'opposaient à cela, bien entendu, ont continué à se mobiliser et en fin de compte, l'armée est intervenue pour arrêter tout cela. Et donc, après l'intervention de l'armée, la question qui se posait, c'était que faire. Et compte tenu des fragilités de l'ancienne Constitution, il a été décidé qu'il fallait saisir l'occasion pour remodeler l'architecture institutionnelle du pays. Parce qu'il faut dire, donc l'armée qui a pris le pouvoir avait l'intention déclarée de n'être présent que pour une période de transition et de revenir à un ordre constitutionnel. Et vous aviez, le Niger est une société où on se connaît, les gens à la fois au pouvoir ou à la fois dans l'armée. Vous connaissiez personnellement plusieurs des membres de la junte également. Et chacun savait au Niger, avait lu les textes que vous aviez écrits. Donc, on a fait appel à vous pour cette période de transition. Qu'est-ce qu'on vous a demandé de faire?
Et il faut dire aussi que cela fait quand même 15 ans que je travaille sur les questions institutionnelles. C'est vraiment un de mes champs d'intérêt particuliers. Et puis j'étais intervenu déjà dans le débat politique depuis au moins une douzaine d'années. Et donc quand cela est arrivé, on m'a proposé de diriger ce qu'on a appelé le comité des textes fondamentaux, donc qui était en fait un comité composé de 19 experts nationaux et qui était chargé de réfléchir sur une nouvelle constitution, un nouveau code électoral, une charte des partis politiques, un statut de l'opposition, 2 textes de loi sur la dépolitisation de l'administration, une charte d'accès à l'information publique et aux documents administratifs, et aussi l'idée d'instituer un vérificateur général, donc de s'inspirer, et ça, c'est vrai que le modèle canadien nous a beaucoup inspiré. Donc, ce n'était pas seulement un toilettage des textes antérieurs, mais un renouvellement de l'appareil institutionnel pour renforcer la démocratie nigérienne. Oui, il ne s'agissait pas de simplement faire du toilettage, on avait carte blanche. Et on nous a demandé simplement de réfléchir à ce qui était meilleur pour notre pays. Donc, lorsque nous avions trouvé que les textes qui nous étaient soumis étaient globalement des bons points de départ, on l'a fait. Et puis, lorsque nous avons considéré qu'il fallait partir de zéro, on l'a fait aussi. Et donc, nous, on a fait ce travail préliminaire. Et ce qui était aussi original dans l'expérience récente du Niger, c'est que pour une fois, 2 éléments. D'abord, pour une fois, nos textes fondamentaux sont rédigés par des Nigériens, sans interférence étrangère. Alors que la constitution précédente... En général, il y a toujours l'appel à des experts étrangers, en particulier européens. Cette fois-ci, nous, on a tenu à en faire vraiment un point d'honneur. On a de l'expertise, on n'a pas besoin que quelqu'un d'autre nous dise quoi faire. Et ça a été un aspect très important. Le deuxième aspect important, c'est que c'est une des rares fois qu'on a un vrai débat constitutionnel. Notamment, donc, il y a beaucoup de textes, mais en particulier la Constitution a fait l'objet d'un véritable débat parce qu'entre le moment où nous, on a rendu les premiers avant-projets et le référendum constitutionnel, les textes ont été soumis en fait à la discussion, ont été mis sur Internet, ont été distribués aux partis politiques, aux syndicats, aux différentes associations, de sorte qu'en bout de ligne, le texte constitutionnel final et puis les autres textes comme le code électoral, la charte des partis sont des textes en fait consensuels. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de modifications à la suite de ces consultations? Oui. Il y a eu plusieurs points sur lesquels des modifications ont été apportées. Est-ce que vous les rencontriez? Est-ce que vous avez fait des consultations publiques? Comment ça se passait? En fait, il y a eu 2 étapes. Nous, comme la transition devait durer 12 mois, là aussi c'est quelque chose qui a été consensuellement arrêté, parce que les militaires ont créé donc, le comité des textes fondamentaux qui était une des institutions de la transition, mais aussi le Conseil consultatif national qui faisait office d'assemblée. Et donc, au sein de ce Conseil consultatif, il a été décidé que 12 mois suffisaient pour que les militaires rendent le pouvoir aux civils. Mais en 12 mois, il fallait rédiger tous ces textes-là, passer notamment la Constitution au référendum, organiser toute une série d'élections. Donc, chaque étape était strictement cadrée. Nous, on avait moins de 2 mois pour rédiger tous les textes, les avant-projets. Et donc, pendant cette période de rédaction-là, nous avons fait appel à des sociologues, à des économistes, à des activistes de la société civile, à des journalistes, à toute personne dont l'expertise ou la pratique pouvait servir à alimenter un peu notre réflexion. Donc ça, c'est une première étape. Ensuite, vous déposez l'avant-projet et là, la discussion s'ouvre. Et la discussion s'ouvre et à ce moment-là, on donne le temps à chacun de s'imprégner. Les citoyens pouvaient faire des commentaires, des propositions sur Internet, par exemple. Et au sein du conseil consultatif, les groupes organisés comme les partis, les syndicats pouvaient venir avec leurs propres propositions qui étaient discutées. Et donc, les textes, nos textes étaient les textes de base. Et puis ensuite, la discussion permettait parfois d'améliorer, parfois de changer. Mais en bout de ligne, ce qui était important, c'est que ce soit une entreprise collective qui a recueilli le conseil. Et ensuite, c'était le conseil consultatif qui devait voter sur le projet final avant le référendum, c'est ça? Exactement. Le conseil consultatif devait voter sur le texte final qui était transmis au gouvernement et au conseil militaire. Et puis ensuite, il y avait donc une sorte de, comment on pourrait dire ça, de reformatage de tout cela avec toutes les propositions qui ont été faites, mais en s'assurant toujours que le texte final recueille l'adhésion de tous.
Quelle a été l'idée la plus difficile ou la plus soumise au débat? Je pense qu'il y avait, nous, on voulait introduire certains critères, par exemple d'éligibilité. Par exemple, on sait que ici ou dans d'autres pays, à certains postes au Sénat ou à la présidence de la République, au-delà d'un certain âge, on ne peut plus être candidat. L'autre élément, c'est qu'on a voulu s'inspirer d'une jurisprudence, parce que au Niger, depuis la décentralisation, il y a une loi qui fixe un niveau de diplôme pour exercer certains types de fonctions. Ah oui. Et nous, on voulait généraliser cela à l'Assemblée parce qu'on avait l'expérience de notre passé récent où l'Assemblée était une simple chambre d'enregistrement, où les députés ne savaient ni lire ni écrire, et on voulait rehausser le niveau du débat. Et demander quel diplôme minimal? Et aligner les députés sur le baccalauréat du système français. Donc, ce n'est pas le bac, le bachelor d'ici. Non, c'est la fin du secondaire. La fin du secondaire, ouais. Le niveau. Parce qu'à des échelons inférieurs, comme les conseils municipaux et les conseils régionaux, il y a déjà une loi qui fixe cela pour les présidents et les vice-présidents. Donc ça a été l'objet de beaucoup de débats, mais en bout de ligne, ce qui s'est produit, c'est qu'on a abaissé le niveau au BEPC. Je sais pas. La fin du primaire ou le début du secondaire, les 2 premières années du secondaire, non? Dans notre système, c'est les 4 premières années du secondaire. Ah bon? Mais la fin des 4 premières années. C'est presque tout ça. Donc il y a eu des débats sur des points comme cela, ou bien il y a eu des débats sur les pouvoirs de la Cour constitutionnelle, dont on a vu l'efficacité pour, disons, s'opposer aux velléités, disons, dictatoriales de l'ancien régime. Là, il y a eu beaucoup de débats. Est-ce que, pour autant, il faut aller plus loin? Est-ce qu'il n'y a pas de risque d'un pouvoir des juges? Ça, c'est un autre élément qui a été l'objet de beaucoup de débats. Il y a eu d'autres éléments. Par exemple, nous, on a voulu... Et ça, il y a beaucoup qui sont restés, par exemple, les droits des femmes. Ça, c'est un point qui est très important, les quotas. La politique des quotas. Dans le nombre d'élus, c'est ça, ou de candidates? Exactement. Et le principe selon lequel aussi l'État doit veiller à ce que les femmes soient représentées à tous les niveaux de l'appareil administratif. Il y a eu beaucoup de débats, mais ce sont des dispositions comme celles-là qui sont restées. Ou bien les droits sociaux de façon plus générale, le droit à l'alimentation, la protection des personnes âgées. Il y a eu beaucoup de débats parce que la question c'était de dire est-ce que l'État a la capacité, ainsi de suite. Mais ce sont beaucoup de points comme ceux-là qui sont restés. Et ensuite, ça a été soumis à un référendum. Ça a été soumis au référendum. Est-ce que vous avez eu plus de 50%? On a eu 95%. 95%, ça c'est une majorité claire. C'est très clair parce que justement, tout le processus qui a fait en sorte qu'on a inclus tout le monde dans la discussion, dans le débat, a fait qu'en bout de ligne, bon, même si... chacun se retrouve avec des éléments qu'il aurait voulu mais qui n'y sont pas. Mais c'est un consensus. Au moins, tout le monde adhère au texte final. Et c'est pour ça que même les partisans de l'ancien régime qui a été renversé ont appelé à voter en faveur de la nouvelle constitution. Donc, il n'y avait pas beaucoup de monde dans le comité du non? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, ce qui fait qu'on a eu... une constitution adoptée en octobre avec une majorité de 95%. Alors, vous êtes un père fondateur de la constitution du Niger moderne. Qu'est-ce que ça vous fait? D'abord, c'est un processus collectif. Donc, je pense qu'il faut vraiment voir les textes qu'on a comme... Et comme je disais tout à l'heure, c'est en cela il y a une originalité. C'est vraiment un processus collectif. Nous, on a été un peu la cheville ouvrière, mais les textes portent la marque de beaucoup d'apports des syndicats, des partis politiques, des citoyens. Et puis, ce que ça fait, c'est un espoir surtout. C'est que, moi, je disais dans une interview que j'ai donnée à la fin de notre travail que mon grand espoir, c'est que plus jamais on ait à mettre sur pied un tel comité. Parce que le succès de notre entreprise se mesurera dans à la capacité de la Constitution à passer l'épreuve du temps, à durer. Et donc, à être mise en application, parce que ça, maintenant, c'est le test. Donc, des élections ont eu lieu, un nouveau président a été élu, législative et tout ça. Et pour l'instant, est-ce que, après ces quelques mois, la Constitution est respectée et mise en œuvre de la façon dont vous l'aviez imaginé? Ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a pas un recul suffisant parce que la Constitution, elle date de octobre-novembre 2010.
Mais sur la base des textes qui ont été donc élaborés, on a eu tout de même une élection locale, donc pour désigner les conseillers municipaux régionaux, qui s'est passée vraiment très très bien, dans la transparence. On a eu des élections législatives qui, elles aussi, se sont passées donc, sans contestation. Et les quotas de candidates ont été respectés? Oui. Ceux qui n'ont pas respecté les exigences de la Constitution ont vu leur liste rejetée par le Conseil constitutionnel. Ah, d'accord. Donc, il y a eu plusieurs listes qui ont été rejetées. Ça aussi, c'est une nouveauté parce qu'à par le passé, on avait toujours tendance à, comment on dit, à s'arranger, on va dire ça comme ça. Mais ce qui est important, c'est que les principes qui ont été mis dans les textes, en particulier la Constitution, ont été respectés et les partis qui ne les ont pas respectés ont vu leur liste rejetée. Donc, les législatives et puis l'élection présidentielle, elle aussi, elle a eu lieu. Donc, c'est une élection à 2 tours, parce qu'il faut avoir 50 plus 1. Et ce qui est remarquable, c'est que le perdant a non seulement reconnu sa défaite, n'a déposé aucune plainte devant le Conseil constitutionnel, mais il s'est déplacé chez le vainqueur pour le féliciter. Ah, d'accord. Et moi, j'étais au Niger il y a 1 mois et demi, 2 mois, à l'occasion de l'investiture du nouveau président. Et c'était tout de même une fierté de voir dans la salle le vainqueur de l'élection présidentielle, celui qui a perdu l'élection présidentielle, le chef de l'ex-junte militaire qui a dirigé la transition, les anciens chefs d'État. Donc, c'est quand même c'est une expérience qui est assez extraordinaire, donc pacifique, consensuelle, alors qu'on sait qu'ailleurs, les gens s'entretuent. Donc, pour ça, c'est un motif de fierté. Mamoudou, n'avez-vous pas eu le goût de continuer cette expérience en devenant non seulement quelqu'un qui aide à écrire les textes, mais ensuite qui participe au gouvernement de ce pays? Non, pas vraiment, pas vraiment. Je pense que moi, je suis très, très, très heureux d'avoir eu la chance et l'honneur, parce que c'est un honneur de jouer un tel rôle dans un pays, mais je pense qu'il y a suffisamment d'ambition et de gens qui se sentent prêts à la tâche. Moi, j'aime beaucoup mon pays, je serai toujours là pour mettre la main à la pâte, mais ce n'est pas un engagement, disons, motivé par l'ambition personnelle. J'aime beaucoup ce que je fais, j'aime beaucoup la recherche et je pense que je peux être aussi très utile en faisant ça. Est-ce que ça vous a transformé un peu? Je crois que on ne peut pas ne pas sortir transformé d'une telle expérience parce que c'est très stimulant, mais c'est très difficile aussi parce que quand vous modifiez des textes de cette ampleur-là, vous bousculez des gens, vous touchez à des intérêts, vous brassez un peu, comme on dit ici. Et donc, bien entendu, vous faites des mécontents, vous faites des opposants que vous ne connaissez pas, mais qui pensent que vous complotez quelque part, que vous avez des ambitions. Donc, c'est très difficile. Je pense que, bon, dans mon cas, je suis un politologue, j'étudie la politique, je sais quand même comment ça fonctionne. Donc, je pense qu'on est... Mais là, vous en avez eu une expérience personnelle. C'est jamais pareil. Ce n'est jamais pareil, parce que quand ça vous touche et quand vous lisez dans les journaux des critiques ou des insultes même parfois, et que vous savez que vous êtes là juste parce que vous aimez votre pays, ça peut être très, très difficile. Je crois que ça peut même être... ça peut être destructeur dans certains cas. Si on n'a pas la préparation et la carapace. Mais en bout de ligne, je crois que c'est un empereur romain qui disait qu'ils me haïssent pourvu qu'ils me craignent. Moi, je disais toujours qu'ils nous insultent pourvu que les bonnes réformes pour notre pays passent. C'était ça le plus important, pourvu que les bonnes réformes passent et que nous sortions de cette transition-là dans la paix et dans l'espoir renouvelé chez nos compatriotes. Mamoudou Gazibo, en tout cas, moi, je vous félicite pour cette action extraordinaire. Et je suis très content de vous avoir parmi nous à l'Université de Montréal. Et puis, bon, on va suivre avec vous les fruits de votre travail. Je pense que vous avez choisi une plage musicale plutôt reposante après l'effort. Quelle est-elle et pourquoi? Il y a un album de Diana Krall qui fait du jazz, Quiet Nights.
Et je trouvais ça super parce que je me souviens toujours quand je suis revenu de cette expérience-là, c'était reposant et je trouve que après ces moments extrêmement, disons, palpitants, ça symbolise bien ce que j'ai ressenti et c'est aussi un espoir pour mon pays qui a connu des moments troubles depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. Donc c'est aussi un signe d'espoir qu'on ait ces instabilités derrière nous et que notre pays, le Niger, dorme bien, qu'il y ait de la tranquillité, de la paix. Tranquillité dans les nuits. Alors, donc, on parlait avec Mamoudou Gazibo, un des pères de la Constitution du Niger, et on écoute grâce à vous Diana Krall, Quiet Nights. Quiet nights of quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams. De retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cerium, ici Jean-François Lisée. Nous allons parler de crimes et d'efficacité également des services policiers avec notre invité Maurice Cusson. Merci beaucoup d'être là, M. Cusson. Bonjour, M. Lisée. Alors, Maurice Cusson, vous êtes professeur émérite du département de criminologie ici à l'Université de Montréal. Vous avez, entre autres choses, obtenu le prix Beaumont-Tocqueville pour l'ensemble de votre œuvre en 2010 de l'Association internationale des criminologues. Vous aviez reçu le prix du gouverneur général un peu plus tôt dans votre carrière pour votre livre « Délinquants, pourquoi? Le contrôle social du crime ». Et vous venez de publier une somme très accessible qui s'appelle « L'art de la sécurité, les enseignements de l'histoire et de la criminologie ». C'est aux éditions Urtubise, où vous faites une synthèse entre la connaissance que les criminologues ont de l'évolution du crime, de ses montées et de ses décroissances, et des connaissances des historiens sur l'intervention de l'État, de ses policiers, de ses pratiques, pour essayer de compléter ces explications. Pourquoi le crime, pourquoi il a baissé à certains moments. Alors, je vais vous poser d'abord une question sur le titre. Vous nous parlez de l'art de la sécurité et non de la science de la sécurité. Pourquoi? Alors non, c'est pas une science, la sécurité. On pourrait dire que c'est un peu comme la médecine ou l'architecture. On y trouve une combinaison d'intuition, de l'art d'appliquer des principes généraux à des situations concrètes qui ne conduit jamais à une proposition générale de type scientifique. Donc, il ne s'agit pas d'une science, mais la sécurité peut utiliser un certain nombre de sciences. C'est ça. Et on voit dans l'ouvrage que vous tentez constamment de trouver des explications et vous vous butez à un certain nombre de moments à l'absence d'une expérimentation contrôlée ou d'un nombre suffisant d'expérimentations contrôlées pour vraiment trouver la cause et l'effet comme un scientifique voudrait le faire. C'est ça. Il y a, depuis, je dirais, une quinzaine d'années, en criminologie et dans des disciplines connexes, on fait des expériences les plus contrôlées possibles. Par exemple, on prend un secteur très précis d'une ville dans laquelle il se pose un problème criminel. Une équipe de policiers et de chercheurs analyse le problème sectoriel, pose une espèce de diagnostic, et là, on fait une intervention très, très bien calibrée sur le secteur. Et pendant ce temps-là, on a mesuré la criminalité avant, on a mesuré la criminalité après. On a souvent mesuré aussi, dans des secteurs comparables, la criminalité avant et après. C'est-à-dire un secteur où il n'y a pas l'intervention policière et un secteur où il y a l'intervention policière. Exactement, c'est ça. Alors, ça demande une énorme collaboration entre les chercheurs et les policiers. Oui. Et aussi la volonté de ne pas intervenir dans un des secteurs. Alors, on peut bien penser que le maire de la ville s'est dit, mais pourquoi vous intervenez seulement dans un point chaud et pas dans l'autre? Ah, c'est pour l'étude. C'est ça. En fait, c'est une question intéressante. Remarquez qu'en médecine, on fait ça constamment, oui. Où on veut tester un médicament, on l'applique à une catégorie de patients et les autres patients, par exemple, ont un placebo. Donc, on est dans cette situation-là. Cela dit,
les médecins refuseraient de laisser mourir un patient Oui. pour vérifier. Alors donc, si le patient est malade, il prend éventuellement d'autres médicaments. Mais donc, c'est vrai que dans la situation dont on parle, par exemple dans un secteur où la police va intervenir versus un secteur où il n'y a pas d'intervention, dans le secteur où il n'y a pas d'intervention, il y a, je dirais, les business as usual. Donc, la police intervient, Fait son travail disons, normal, selon... régulier. Oui, disons, la bureaucratie policière continue de fonctionner, mais dans l'autre, on fait quelque chose de spécial, en général plus intense, plus concentré, D'accord. mieux calibré. Et donc, vous dites que ce sont ces interventions, lorsqu'elles sont plus intenses, qui ont un impact. Mais généralement parlant, et vous ouvrez votre livre là-dessus, vous citez des chercheurs qui disent que l'augmentation du nombre de policiers n'est pas suivie d'un recul avéré de la criminalité. La rapidité des réponses policières est sans rapport avec la probabilité d'élucidation des crimes. L'influence de la police sur la criminalité est au mieux insignifiante. C'est extraordinaire de dire ça. Ça, c'était, je dirais, au départ, et il y a encore des criminologues qui pensent comme ça. Ils ont regardé un certain nombre d'études relativement anciennes où on ne voit pas d'impact de l'augmentation du nombre de policiers. On ne voit pas... par exemple, on ne trouve pas de taux d'arrestation plus élevé quand la police intervient rapidement que quand elle n'intervient pas rapidement. Et la patrouille policière non plus. On a fait plus ou moins de... Pour la patrouille, là, il y a un chercheur, Marcus Felson, qui dit dans le comté de Los Angeles, où il y a beaucoup de crimes, 99,98% du temps, il n'y a aucune présence policière dans un lieu donné. Donc, il y a seulement 0,02% des lieux qui sont patrouillés au moment où un crime peut c'est ça, s'y dérouler. exactement. Donc, on ne peut pas espérer que les policiers soient présents sur les lieux d'un crime au moment où il se commet. Cela dit, il y a une chose que j'essaie de défendre dans ce livre, sur la base d'études expérimentales, mais aussi d'études historiques, c'est qu'il y a quand même des lieux où des crimes violents risquent d'être commis et où la violence se manifeste de façon ostensible. Par exemple, dans un certain nombre de bars de Montréal et de la plupart des grandes villes du monde, il y a un certain nombre de bars dans lesquels il y a des bagarres régulièrement. Pratiquement tous les vendredis soirs ou tous les samedis soirs, il y a un certain nombre de types qui se tapent dessus. Le fait d'avoir une intervention policière relativement rapide permet bien souvent à la police d'interrompre le processus d'escalade de la violence. Et ça, c'est une chose qui n'avait pas été très bien vue traditionnellement. Je parle à ce propos-là de la pacification. Le policier, c'est un pacificateur. On parle de force de maintien de la paix sur le plan international, mais aussi dans la quotidienneté de la police ordinaire, il y a beaucoup de ça. Et ça, avec le développement d'une police moderne, notamment à Paris sous Louis XIV, on a vu ça. Sous Louis XIV, un des problèmes qui se manifestait à cette époque à Paris, c'était qu'il y avait des bagarres sur les places de marché. Alors, vous dites d'ailleurs, donc, il y a deux moments que je vais traiter avec vous. Donc, celui-là, on va continuer. Vous expliquez qu'il y a une chute considérable des homicides. Au 15e siècle, il y a 45 homicides par 100 000 personnes. Et au 18e siècle, il n'y en a plus que 12. Donc, une réduction considérable. Aujourd'hui, on est à 6 à peu près, 5 ou 6 selon les pays. Et donc, là, il s'est passé quelque chose pour réduire de façon très importante les homicides. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a eu vraiment d'abord un vaste développement politique et la création d'un État moderne disposant de la capacité d'intervenir et pour la capacité aussi d'imposer une espèce de paix à tous.
Et sous Louis XIV, l'État est bien en place. Il n'y a pas de doute. Disons, il y a pas mal d'auteurs, notamment Norbert Elias, qui avaient souligné que ce processus de recul de la violence pendant les siècles, ce processus avait été facilité notamment par des rois comme le roi Louis XIV, qui avaient obligé en quelque sorte la noblesse à se transformer d'une noblesse de guerre à une noblesse de cour. Alors, le noble médiéval était un sabreur, un bagarreur, un homme de violence. Et sous Louis XIV, on lui dit « Venez à la cour, messieurs, apprenez les bonnes manières, la politesse, la retenue, le contrôle de soi. Parce que la cause de ce grand nombre d'homicides, vous l'expliquez, c'est beaucoup la vendetta, par exemple, entre deux familles. Quelqu'un tue quelqu'un de l'autre famille, ensuite on se venge et ça devient un cercle infernal, ou la bagarre qui se termine par l'exécution ou la mort d'un des protagonistes, et que c'est considéré comme normal. Hein? Je veux dire, c'est accepté, ça fait partie de la vie. Donc, écoutez, encore maintenant, mais disons au Moyen Âge et encore maintenant dans pas mal de pays d'Amérique latine, on trouve plutôt normal de défendre son honneur et les armes à la main et de venger la mort, par exemple, d'un membre de sa propre famille. Mais dans un premier temps, c'était même pas sanctionné. Et ce n'était pas sanctionné. Donc, c'est l'introduction de la sanction, quelque chose qui et c'est ça. Lentement. Alors, et ça a pris quand même plusieurs siècles dans l'espace européen pour que l'on réussisse à faire, je dirais, reculer cette institution qui était la vendetta et à amener les gens, premièrement, à trouver une solution une composition ou une compensation quelconque versée à la famille de la victime et pour rétablir la paix entre les familles. Et par la suite, la police a pris de plus en plus d'importance avec une capacité d'intervention rapide sur les scènes de bagarre, avec aussi une capacité d'intervenir auprès d'un éventuel vengeur pour le désarmer, pour le retenir de passer à l'acte. Alors, et ça, en d'autres termes, pour que l'État, par exemple l'État de Louis XIV, puisse véritablement imposer la paix à l'espace français, il fallait un appareil policier capable d'intervenir, d'imposer aux gens et aux bagarreurs une solution pacifique à leur conflit. Alors, c'est intéressant parce que donc la police, dans sa première incarnation, et c'est ce que vous voyez là, c'est une police qui tente non seulement d'empêcher la bagarre de dégénérer, mais aussi qui agit sur les causes de la bagarre. Là, vous parliez du marché, va même se transformer en inspecteur des poids et mesures pour empêcher un vendeur d'essayer d'escroquer un client et donc de provoquer une bagarre. Donc la police devient totale sous Louis XIV. C'est ça, devient préventive et justement, dans le cas des marchés, il faut rappeler que les gens portaient une épée ou au moins un couteau. Alors, et les poids et mesures étaient souvent falsifiés et il n'y avait pas de standardisation des poids et mesures. Donc, chacun utilisait plus ou moins son genre de poids. Et donc, ça donnait lieu à des disputes. Et là, on brandissait l'épée et il y avait un certain nombre de décès causés par ça. Donc, la police intervient. La police réussit à désarmer. Il y a eu toujours des lois, depuis des siècles, des lois qui limitent le port d'armes, mais bien souvent, ces lois-là n'étaient pas respectées. Alors, ça a pris l'institution policière vraiment efficace pour qu'on commence à respecter les lois sur le port d'armes. Alors, vous dites ensuite, c'est intéressant que les idées novatrices en termes de police se déplacent à Londres, au bord de la Tamise,
mais que les Anglais, qui n'aiment pas beaucoup les Français, entre autres choses, trouvent que la police française est quelque chose de très coûteux, de peu absolutiste et donc de non désirable, et qu'il y a beaucoup de résistance à Londres au développement d'une police à cause de ce préjugé anti-français. Oui, c'est très intéressant cette question-là. La police française, à partir de Louis XIV, était aussi une police d'espionnage, de mouchards. On parlait des mouches à l'époque. Et c'était donc une police qui portait véritablement atteinte aux libertés. C'était aussi une police dont le mandat était large à l'excès. Alors, notamment, Louis XIV a mobilisé sa police pour faire la chasse aux protestants, aux huguenots. Et donc, c'était une police d'opinion. On pourchassait les auteurs de libelles, de chansons qui offensaient le roi, etc., etc. Donc, la police était bien loin d'être une institution, je dirais, protectrice des libertés. Et ça, les Anglais n'en voulaient pas. D'autant plus qu'ils connaissaient bien la police de Napoléon. Alors, on est rendu à l'époque de Napoléon, et qui était dirigée par Fouché, qui était en quelque sorte un as du renseignement, mais en même temps un homme qui n'avait aucun scrupule à incarcérer quiconque pouvait constituer une menace pour Napoléon ou pour les projets de Napoléon. Donc, par mouvement de balancier, la police britannique se développe dans un moule de restriction du pouvoir policier. Exactement, exactement. Je pense que ça a été le grand progrès de la police anglaise sur la police française, c'est qu'elle a eu un mandat beaucoup plus limité, beaucoup plus concentré sur la prévention du crime, pourrions-nous dire, et qui était à ce moment-là le problème. Hein? Un des problèmes qui se posait au 19e siècle, durant la première moitié du 19e siècle, à Londres, dans le port de Londres et dans les grandes villes anglaises, c'était que la richesse multipliait les occasions de vol. Or, dans le port de Londres, les marchands se faisaient voler à tour de bras. Et c'est en réponse à ce genre de problème, il y avait aussi les émeutes où on utilisait l'armée pour tirer sur la foule. Donc, d'un côté, les vols qui proliféraient, de l'autre, des émeutes que l'on ne parvenait pas à contrôler autrement que par la troupe, ont amené les Anglais à se dire on va donner à la police des moyens, mais avec l'utilisation minimale de la force et avec un mandat relativement restreint. Et dans ces conditions-là, la police ne sera pas liberticide. Et même, on interdit pendant longtemps aux policiers britanniques de porter une arme, autre qu'une petite matraque. C'est ça. Donc, une police, c'était... Et aussi, on les obligeait à avoir l'uniforme. On considérait... C'était nouveau, ça. Oui, parce que la police française n'était pas nécessairement en uniforme. Mais, alors, une police visible, en quelque sorte, doit se comporter de façon plus responsable qu'une police secrète. Maurice Cusson, on va faire une pause et on va revenir pour parler de crimes modernes. Vous avez choisi une plage musicale pour accompagner notre propos. Laquelle et pourquoi? Alors, c'est le Requiem de Mozart. Mozart, dans son Requiem, bien sûr, par définition, évoque la mort. Et comme un des thèmes centraux de mon livre, c'est l'homicide, mais aussi le recul de l'homicide. Et dans le Requiem, il y a la mort, mais il y a aussi la paix. On parle avec Maurice Cusson, criminologue, auteur de L'art de la sécurité. On écoute grâce à lui un extrait du Requiem de Mozart et on revient tout de suite après.
De retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cérium. Ici Jean-François Lisée. On parle de crime et de police avec notre invité Maurice Cusson. Je rappelle que vous êtes l'auteur de L'art de la sécurité, les enseignements de l'histoire et de la criminologie. Ça vient de sortir chez Urtubise. Alors, il y a une deuxième période très intéressante, plus proche de nous. C'est d'abord la montée du crime aux États-Unis, en Amérique du Nord, en Occident, mais aux États-Unis en particulier, dans les années 70, 80 et jusqu'au milieu des années 90. Et ensuite, la baisse significative du nombre de crimes. On suit toujours les homicides et les crimes violents parce que c'est les plus faciles à repérer. Et un certain nombre d'hypothèses ont été avancées pour expliquer ce reflux criminel. Et c'est intéressant dans votre livre parce que vous reprenez ces hypothèses et vous expliquez pourquoi elles ne suffisent pas à expliquer ce reflux du crime. Alors, on va les prendre une par une. On dit très souvent que c'est la démographie. Qu'il y avait, avec le baby boom, il y avait beaucoup de jeunes de 15 à 25 ans. C'est le segment de population le plus apte ou le plus disposé à donner une frange de sa cohorte à la criminalité et que à partir des années 90, cette proportion de 15 à 25 ans est plus faible et que donc ça explique la chute de criminalité. Qu'en pensez-vous? Alors, c'est certainement un facteur. Il n'y a pas de doute qu'il y a une relation, je dirais, quasi mathématique entre le pourcentage de jeunes gens, disons, entre 15 et 25 ans dans la population et la criminalité. Et le baby boom a été, disons, un facteur qui a suscité cette croissance rapide de ce groupe d'âge. Et ça a donné pas mal de vols et différents types de violences, avec, pour les homicides, un certain retard parce que le groupe d'âge où on a le plus d'individus qui commettent des homicides est un peu plus vieux. C'est plutôt autour de 30 ans, entre, disons, 19 et 35 ans. Alors donc, ça, c'est un facteur, mais quand on regarde, notamment les criminologues américains ont beaucoup investigué cette question-là, le facteur âge, on s'aperçoit que, par exemple, durant les années 80, en gros 1975 et 1985 plutôt, on a eu une augmentation des homicides et c'était à l'intérieur même des groupes d'âge, il y avait eu une augmentation. Quand on prenait le groupe d'âge des 15 à 25 ans, on s'apercevait aux États-Unis qu'ils commettaient plus d'homicides durant cette période-là que durant les périodes passées. Donc, le facteur âge en soi est un facteur à prendre en considération, mais ce n'est pas le seul. Et on voyait aussi qu'il y avait une augmentation des homicides dans les autres groupes d'âge. C'est ça. De 25 à 35 ou de 35 à 45. Donc, un facteur, mais qui n'explique pas tout. L'autre facteur qu'on avance aux États-Unis, c'est que, regardez, il n'y avait que 200 000 prisonniers en 72, il y en a 1 500 000 en 2000, donc on a multiplié par 7 le nombre de prisonniers. Ça doit être l'explication de la baisse de l'homicide. Alors, les criminologues américains se sont escrimés avec cette donnée-là, d'autant plus que, quand même, la plupart des criminologues en général, y compris les criminologues américains, sont très réservés vis-à-vis de l'usage de l'emprisonnement. Et je pense qu'il y a une opinion générale qui tend à dire un peu partout dans le monde, chez les criminologues, que une telle croissance de la population carcérale, c'est très malheureux. C'est très, très regrettable. Très malheureux, mais est-ce efficace? Alors, chez les Américains, on a dit finalement, là, si on examine tout ça, il y a probablement un 20 à 25 de l'augmentation, de la baisse de la criminalité qui est due à l'augmentation de l'incarcération. Cela dit, et là arrive le Canada, là, on a eu une baisse à peu près semblable de la criminalité au Canada, et notre population carcérale au Canada est restée stable. En fait, c'est un phénomène assez fascinant. Quand on regarde les courbes de l'évolution de la population dans les prisons entre 1960 et disons, 2000, aux États-Unis, on a une montée en flèche, et au Canada, on a une courbe absolument plate. Et pourtant, au Canada, il y a une chute des homicides. Aux États-Unis, il y a une chute des homicides aussi, mais nous, on n'a pas eu besoin de l'incarcération. Donc,
En tout cas, ce n'est pas une variable importante même. C'est ça. Entre les cas, ce n'est pas une variable qui a joué chez nous. Chez nous, c'est ça. Alors, on a, en d'autres termes, il semblerait que les Canadiens ont trouvé un moyen autre que carcéral pour contenir la criminalité. Ensuite, on a dit, c'est le chômage. Quand il y a du chômage, il y a plus de criminalité. Quand il y a moins de chômage, il y en a moins. Ça, c'est une idée que je conteste parce que, d'abord, les relations entre chômage et criminalité sont faibles. Ensuite de ça, il y a eu des périodes au cours du 20e siècle, notamment entre 1960 et 1975, où le chômage était faible, n'a pas du tout augmenté, et la criminalité a énormément augmenté. Dans les pays, en gros, dans les pays riches, comme le Canada, les États-Unis, l'Europe occidentale, la croissance de la richesse s'accompagne souvent d'une croissance de la criminalité. Parce qu'il n'y a plus de choses à voler, plus de liberté. Les gens sortent plus le soir aussi, quand on est riche, quand on boit plus d'alcool, etc. Alors, vous voyez un peu pourquoi. Une autre explication qui a été avancée, l'augmentation du nombre de policiers. D'ailleurs, Bill Clinton, c'était une de ses promesses électorales d'avoir quelques centaines de milliers de policiers de plus en patrouille, et donc plus de policiers, moins de crimes. Alors, et là, les Américains ont beaucoup examiné cette question-là et le bilan d'un bon nombre de recherches, c'est de dire, du moins pour les États-Unis, que l'augmentation du nombre de policiers n'est pas en corrélation avec la criminalité. Que ça monte ou que ça diminue, il n'y a pas véritablement d'impact. Alors, ce qui mène à dire que c'est pas le nombre, mais c'est la qualité du travail policier. On va y venir tout de suite. Alors, la dernière explication qui a vraiment fait beaucoup couler d'encre, c'est celui de l'économiste Stephen Levitt dans Freak Economics qui disait, c'est simple, le nombre d'avortements dans les années 60 a augmenté dans les quartiers où on produisait le plus de criminels. Et on sait que c'est les enfants de femmes, de mères célibataires pauvres qui sont les plus nombreux à devenir des criminels. Donc, il y a une relation de cause à effet entre l'augmentation du nombre d'avortements dans ces situations et la baisse de la criminalité 15, 20, 25 ans après dans ces zones. C'est une théorie intéressante et un peu paradoxale, mais l'idée de base a un certain fondement dans le sens que c'est vrai que les enfants de mères monoparentales, surtout si elles sont en détresse économique et sociale, sont plus portés à devenir délinquants. Alors la démonstration de Stephen Levitt a intéressé pas mal de gens et a fait l'objet de pas mal de travaux. Et finalement, le bilan de ces travaux-là, c'est qu'on réfute la thèse de Levitt. Pourquoi? En fait, on n'a pas trouvé... Les chiffres ne vont pas dans le sens de son hypothèse. C'est ça, finalement, le résultat. Alors, vous dites, en fait, il y a quand même... la criminalité n'a pas augmenté naturellement et baissé naturellement. Il y a une raison, enfin, il y a des raisons, et c'est plusieurs variables sur la qualité du travail policier, la transformation du travail policier qui a augmenté son efficacité. Alors, parlez-nous de ça un peu. Alors, il y a eu beaucoup d'innovations policières au cours de la période qui a précédé la baisse de la criminalité et qui a accompagné la baisse de la criminalité. Une des innovations dont on a le plus parlé, c'est la police communautaire, que les Français appellent la police de proximité. Donc, l'idée que les policiers doivent se rapprocher des citoyens, se mettre au service de la population. Alors, je pense que c'est une bonne idée, mais là aussi, il y a eu des évaluations de projets de police communautaire et les résultats sont loin d'être concluants. On ne voit pas très bien que la criminalité baisse avec la mise en place de programmes de police, par exemple, de police de quartier, police de proximité, etc. Et aussi les faire sortir de la voiture, les faire marcher dans le quartier, faire des rondes. C'est ça. Alors donc, il n'y a pas... En soi, non. En soi. Mais cela dit,
c'est venu en quelque sorte dans les bagages de la police communautaire, est venue une idée qui, elle, résiste beaucoup mieux à l'évaluation et semble pas mal plus efficace. C'est l'idée de la police de résolution de problèmes. L'idée, en gros, c'est que quand on a un problème criminel quelconque, ou un problème policier, parce que des fois, le problème que les citoyens soumettent à la police, c'est pas toujours un problème criminel. Par exemple, le tapage nocturne. Hein? Alors, des voisins font un boucan terrible pendant toute la nuit et ça se répète, alors finalement, les voisins se plaignent. C'est un problème qui, je dirais, traditionnellement relève de la police. Une des raisons, d'ailleurs, pour ça, c'est que, disons, des voisins exaspérés qui ne réussissent pas à dormir vont avoir un jour envie de prendre leur fusil de chasse et de tirer à travers la porte de celui qui les empêche de dormir nuit après nuit. Donc, c'est un vrai problème, je pense. Donc, il y a un certain nombre de problèmes qui sont soumis à la police. Et l'idée du problem-oriented policing, c'est de dire on va analyser ce problème-là particulier. On va essayer d'identifier qui sont les auteurs, pourquoi, comment, dans quelles circonstances, à quelle heure, dans quel lieu, etc. Et une fois qu'on a bien compris le problème, on met en place une intervention en conséquence. Ce qui ne se faisait pas avant. Ce qui, disons, en fait, on peut penser qu'un policier intelligent, motivé, etc., pouvait le faire. Mais on a eu un effet pervers du téléphone et du 911. L'effet pervers, c'est que les gens se sont mis à appeler la police énormément. Et donc, les services de police, un peu partout dans le monde, ont été submergés par le nombre d'appels. Alors, les policiers couraient d'un appel à l'autre. Ils réagissaient au cas par cas. Réagissaient au cas par cas sans avoir le temps de se poser des questions, d'analyser le problème et de trouver une bonne solution. Alors, vous dites aussi que ce qui arrive à ce moment-là, l'informatique et la cartographie des lieux de crime. Et bon, on savait qu'il y avait, comme vous disiez tout à l'heure, le marché, le bar, etc. Mais on se rend compte qu'il y a des points chauds où il y a plus de crimes et on décide d'intervenir sur l'ensemble de la criminalité, pas seulement la criminalité violente, mais de dire, on va même intervenir, on parlait de tapage nocturne, mais pour les petites, la petite délinquance ou les petites infractions, où d'habitude on dit, bon, c'est pas important, on va juste faire les homicides. Et on dit non, on va faire toutes les infractions. C'est un peu la théorie de la vitre brisée. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Alors, en gros, donc, maintenant, avec les outils cartographiques, on a des logiciels qui permettent, notamment, ça se fait à Montréal, d'avoir une carte de la ville de Montréal, de la plupart des grandes villes du monde maintenant, et où on localise, en utilisant les adresses civiques, localise les lieux où sont commis des crimes. Et là, quand on fait une cartographie pareille, on constate que la criminalité se répartit de façon très inégale sur l'espace. Et quelquefois qu'elle se concentre dans ce que les Américains ont appelé des hotspots, des points chauds du crime. Et dans un point chaud du crime, ça peut être un coin de rue, hein, ça peut être un petit parc dans un coin quelconque. Il y a en général une diversité de crimes. Il y a des vols, deals de drogue, des femmes qui se font insulter, quelquefois agresser, des bagarres et tout. Il y a un peu de tout, souvent, dans un point chaud du crime. Et une fois qu'il est localisé et qu'on veut en faire quelque chose, là, la police intervient. L'idée d'intervenir sur les petits délits, c'est que il y a plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est que le délinquant, disons, un peu sérieux, est généralement un individu relativement polyvalent en matière de délinquance. Je veux dire par là, qui commet toutes sortes de... C'est un transgresseur
polymorphes, pourrions-nous dire. Commet, disons, il insulte les femmes dans la rue, il se met en gang, il se bagarre, il commet des vols, il vend un peu de drogue, etc., un peu de tout. Alors, si la police, dans un point chaud, comme celui dont on parle, se met à intervenir à chaque fois qu'il y a une transgression, par exemple un règlement municipal, à un délit mineur, etc., on réussit jusqu'à un certain point à neutraliser des délinquants qui seraient susceptibles de commettre des délits plus graves. Donc, il y a en quelque sorte dans ça une approche indirecte, une stratégie indirecte qui situationnelle. Et donc, on peut même, s'il y a un squat, on peut même faire pression sur le propriétaire du squat qui n'a pas respecté le code du bâtiment pour qu'il fasse raser son squat ou le fermer complètement, ce qui enlève son repère à une bande, etc. Mais là, on se dirait, si vous les bloquez là, ils vont aller ailleurs. Je vous dis que ce n'est pas toujours le cas, en fait. Quand on les bloque à un endroit, il n'y a pas 100% de la criminalité qui se déplace. Il y a une perte de criminalité. Exactement. C'est une observation courante dans les projets de prévention qu'on appelle de prévention situationnelle. On intervient dans un secteur donné et on s'aperçoit qu'il y a un certain déplacement de la criminalité, dans certains cas, pas toujours, mais ce déplacement n'est jamais de 100%. Donc, on a des bénéfices. En fait, on peut imaginer facilement la raison. Imaginez-vous, on parle dans le squat dont vous parlez. Donc, il y a, par exemple, une douzaine d'individus qui fréquentent ce squat. Ils s'en servent pour dissimuler leur stock de drogue. Ils s'en servent pour planifier leurs délits, etc., etc. Mais si, à un moment donné, le squat disparaît parce que le propriétaire dont vous parlez a rasé l'immeuble, le groupe est désorganisé. Alors, il y a des bonnes chances que les uns et les autres vont s'éparpiller à gauche et à droite, vont cesser de se voir. Et à ce moment-là, la capacité criminelle, en quelque sorte, des individus, sans le support du groupe, va tomber. Et ce qui nous amène à dire que le crime désorganisé est préférable au crime organisé. Oui, exactement. En fait, dans l'histoire, dans la longue histoire du crime, un des gros problèmes que l'on a eu, ça a été le brigandage, qui se définit par le vol à main armée commis par de puissantes gangs, de puissantes bandes qui disons, terrorisaient les gens, violaient, tuaient, incendiaient, sans oublier de piller et de là jusqu'à leurs descendants, les Hells Angels de Montréal. C'est ça. Et vous terminez avec, justement, en disant, ce qui fonctionne dans la police, c'est la police intelligente qui se donne un objectif et travaille pour cet objectif. Les mouchards, l'information, la coordination et les opérations coup de poing comme celles qui ont désorganisé les Hells Angels. Alors, on va s'arrêter là parce qu'on pourrait continuer pendant encore 2 ou 3 heures. Je renvoie les auditeurs, les téléspectateurs à votre livre, L'art de la sécurité, les enseignements de l'histoire et de la criminologie, donc Maurice Cusson, chez Urtubise. Et si je vous proposais, pour terminer comme à plage musicale, la chanson thème de la série The Wire, que vous avez peut-être suivi. Oui, certainement. Alors, qui est pour moi la meilleure série sur le crime et la prévention du crime qu'on ait pu voir. Alors, est-ce que vous le recommandez, The Wire? Je vous le recommande. Je le recommande, oui. Bon, alors, nous sommes 2. Je pense malheureusement qu'il n'y a pas de version française, mais on les trouve dans les lieux où on loue encore des DVD. Donc, merci Maurice Cusson pour votre travail. C'est moi qui vous remercie. Vos éclaircissements. Et on écoute la chanson thème de The Wire. If you walk through the garden, you better watch your back. Well, I beg your pardon for the straight and narrow track. If you walk with Jesus. Voilà, c'était notre émission pour cette semaine. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez la revoir ou revoir des émissions précédentes de Planète Terre, elles sont toutes disponibles sur le site serium.ca. Vous trouverez sur le site également les annonces de nos activités publiques à venir. Vous y êtes conviés. Également, et en particulier, les écoles internationales d'été du Cerium qui se déroulent pendant les 2 premières semaines de juillet. Les thèmes cette année, la question de la Chine, le printemps arabe, la Scandinavie, le modèle scandinave, pourquoi est-il un succès, la biodiversité, les droits de l'homme sur Terre
et gestion de crise. Vous trouverez tout ça sur le site. Je remercie l'équipe technique de Planète Terre, Luc Laflamme, Ognian Guerriev, Charlène Ricard et Félix Lajeunesse. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.